Professeur Eric Combe, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, chef du service épidémiologique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Regardons les chiffres du Covid. Le nombre de contaminations ne baisse plus en France. 4 semaines de baisse. Nous sommes maintenant sur un plateau depuis plusieurs jours. 11 533 nouveaux cas ces dernières 24 heures, 150 décès. Est-ce que vous craignez, nous sommes sur un plateau, une reprise de la circulation du virus ? Enfin, une reprise, Disons une accélération. Oui, voilà, je pense qu'il faut plutôt voir les choses comme ça, parce qu'en fait, il circule toujours, et malheureusement, il circule pas mal. Oui. Donc, effectivement, on craint tous une réaccélération à l'occasion des fêtes. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que vous craignez une accélération de la circulation du virus ? Pourquoi ? D'abord parce que ça circule toujours de façon importante, et donc il suffit qu'on relâche un peu plus les précautions, notamment à l'intérieur des familles et plus particulièrement à l'occasion des fêtes, pour que ça donne... Vous craignez, hein ? Oui, on craint ça. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, au Canada avec Thanksgiving. Donc on craint que la même chose se reproduise avec Noël en France. Et les températures, ça joue ou pas ? Oui, ça joue évidemment, au moins de manière indirecte, puisque quand il fait doux, on ouvre plus facilement les fenêtres, on aère mieux les pièces, on est plus souvent dehors. Là, c'est une condition, il faut le répéter, il faut aérer nos pièces, aérer nos appartements, nos maisons, aérer. Fondamental, héritage des épidémies de tuberculose du 19e siècle, mais effectivement, il faut aérer. Bien. Demain, léger allègement du confinement, couvre-feu à 20h. Alors, vous avez vu, vous avez entendu les corporations protester. Tiens, par exemple, la mairie de Lyon, la métropole lyonnaise, qui demande la réouverture des lieux culturels. Il y a une polémique autour des lieux culturels. Fallait-il fermer les lieux culturels, professeur Combe? Écoutez, c'est difficile de remettre en cause les décisions qui ont été prises, mais moi je me suis déjà exprimé là-dessus, et j'ai déjà dit qu'à partir du moment où une jauge était respectée, c'est des espaces quand même très grands, les lieux culturels, très hauts sous plafond, très aérés le plus souvent, ou en tout cas assez aérés. Donc je pense qu'on aurait pu monter la jauge, disons, voilà. On aurait pu monter la jauge. Oui. C'est-à-dire garder ouverts les théâtres et les cinémas, entre autres, et les musées, entre autres. Oui, j'aurais bien aimé, je vous avoue. Je pense que les risques étaient quand même assez réduits à partir du moment où on portait le masque, où on respectait les gestes barrières. Il n'y a pas eu de grand cluster associé à ça. En fait, le risque, c'était plus après de se réunir entre amis, à la sortie, si je peux dire. Donc là, il faut absolument, pour le 24 et pour le 31, le 31, couvre-feu. Oui. Là, il fallait le faire ? Je pense qu'il fallait le faire, oui. Il fallait le faire. Oui. Le 24, pas de couvre-feu, pas plus de 6 personnes à la maison. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, pas plus de 6 adultes. De 6 adultes, ça compte pas les enfants. D'autres ont mis la barre plus bas. Oui, c'est vrai. En Allemagne, tiens, parlons un peu de l'Allemagne, puisque l'Allemagne, au printemps dernier, était citée en exemple. Aujourd'hui, l'Allemagne s'inquiète plus que nous, parce que les cas sont plus nombreux en Allemagne que chez nous. Tous les commerces non essentiels vont fermer. Une sorte de confinement, comme au printemps chez nous en France. Est-ce qu'il faut, en France, serrer la vis encore un peu plus et faire comme l'Allemagne? Est-ce que vous appelez un confinement généralisé ? Là, non, on ne va pas appeler un confinement généralisé, alors qu'en plus, ils ont décidé de déconfiner mardi. Ça serait vraiment de l'ordre de la provocation. Mais bon, je pense qu'apparemment, tout le monde s'est donné la période des fêtes pour réfléchir et puis pour voir ce qui va se passer. Les mesures prises ont été bonnes dans l'ensemble, selon vous, professeur ? Oui, je trouve que ces derniers temps, en tout cas, on a pris la mesure de l'épidémie, on n'a pas déconfiné brutalement, on va déconfiner progressivement, on va pouvoir équilibrer en fonction du nombre de cas. Oui, je trouve que ça se fait plutôt correctement. Oui, je parlais de l'Allemagne, mais je pourrais parler de la Suisse. Oui, exact. En Suisse, les directeurs d'hôpitaux qui demandent un confinement généralisé. Exact. Un confinement strict. Oui, parce qu'ils ils arrivent à saturation dans les hôpitaux suisses. C'est toujours ça, en fait, qui met la pression sur les politiques, c'est la saturation des systèmes hospitaliers. Comment ça se passe à la Pitié-Salpêtrière ? À la Pitié-Salpêtrière, vous savez, ça va, la situation est tout à fait gérable. C'est pas du tout. Je pense pas qu'on soit un bon exemple par Île-de-France pour cette deuxième vague épidémique, qui a beaucoup plus impacté la région. Mais alors pourquoi on dit toujours dans le métro, on risque gros.
Apparemment non, puisque Paris-Île-de-France, ça va correctement. Écoutez, Moi, je comprends votre plus, analogie, parfois. moi non, moi il y a aussi, il y a Vous des non choses. plus. Il y a des choses. Ça, alors là, dites-moi, c'est pas toujours rassurant. J'ose Si pas vous ne trop. comprenez pas plus J'ose que pas moi. trop le dire, mais par exemple, vous avez raison. Oui. L'exemple du métro est assez caractéristique parce qu'on on peut être dans le métro les uns sur les autres et on peut pas aller au théâtre, on peut pas aller au cinéma. Oui, on peut Il y a un être certain dans le métro les uns sur les autres et ne pas attraper Voilà. le Covid. Voilà. Alors pourquoi? Il y a un certain. Parce qu'on est masqué, parce que il y a un certain anachronisme. On voit pas Oui. pourquoi ça serait pas possible d'aller au théâtre ou au cinéma dans ces conditions. Oui, non, mais d'accord. Mais pourquoi est-ce que dans le métro, on n'attrape pas alors le Covid dans les transports en commun? Alors, c'est un peu controversé. Il y a des gens qui disent qu'on peut quand même l'attraper. Moi, je pense qu'à partir du moment où on respecte les gestes barrières et puis le lavage des mains, le masque, les risques sont quand même très très faibles. Oui, très très faible. Oui. Donc on apprend encore dans cette deuxième vague, évidemment. De toute façon, en médecine, continue. on apprend tous les jours. Hein. Mais on apprend tous les jours, on continue à apprendre. Les vacances scolaires, est-ce que ça va faire du bien? Alors oui, je pense que les vacances scolaires... Alors il va y avoir un effet paradoxal peut-être. Je pense que ça va faire du bien parce qu'évidemment, vous regardez en Allemagne, ils ferment les écoles. Hein, c'est une des premières mesures qui mercredi, oui. Voilà, mercredi. Donc effectivement, la fermeture des écoles, des lycées, des collèges, ça diminue la circulation parmi les jeunes. Donc évidemment, ça a du bon, hein, c'est absolument évident. Alors après, tout dépend aussi de ce qu'ils vont faire le 31 au soir, parce que si c'est pour vous voyez, perdre le bénéfice de ces vacances en une seule soirée, ça serait quand même très dommage. Oui, là vous êtes très clair, il faut faire très attention le 31. Bah oui, mais pas de rassemblement, pas de fête à plusieurs. Oui, je me fais pas trop d'illusions sur ces injonctions, malheureusement. Hein, ça ne sera pas plus efficace que cet été. Bon, des questions que nous nous posons tous. Jusqu'à quand cette épidémie? Ça, on ne sait pas. Vous ne savez pas. Si, je pense qu'il y a jusqu'à quand exactement, on ne sait pas. Oui. Mais on sait qu'on va y arriver avec l'immunité collective, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit post-vaccinale. On espère tous qu'elle sera plutôt vaccinale que naturelle, parce que le coût de l'immunité naturelle, c'est beaucoup trop élevé en termes de vie humaine. Le vaccin arrive, il est efficace. Enfin, les vaccins arrivent, ils sont efficaces. Donc, je pense qu'on voit le bout du tunnel. En plus, on a des médicaments efficaces en curatif aussi maintenant. Oui, je vais revenir sur les vaccins parce que vos déclarations la semaine dernière ont provoqué beaucoup de réactions. Vous allez préciser les choses. Je voudrais parler d'abord des dépistages, puisqu'aujourd'hui, il y a des dépistages massifs qui sont engagés au Havre, engagés dans l'agglomération de Charleville-Mézières, dans les Ardennes. C'était indispensable, il fallait le faire? Écoutez, indispensable, je ne sais pas, mais en tout cas une bonne idée, oui. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Ça va donner un peu une idée de la façon dont le virus circule dans ces environnements-là. D'ailleurs, le Conseil scientifique avait reconnu que c'était également bien de le faire, quoi. Donc, oui. Par contre, le généraliser, non. Voilà, mais... Non, pas le généraliser à tout le territoire. Enfin, ce serait difficile. Oui, je pense que ça serait très difficile. Mais il faut vraiment insister sur le fait que tester sans isoler derrière, ça sert strictement à rien. Alors justement, on teste au Havre. Prenons l'exemple du Havre. On teste et imaginons qu'on trouve, je ne sais pas moi, 2% de la population testée infectée par le virus. Que fait-on? On isole? On isole? Oui, sinon ça sert à rien. Mais isoler comment? Il faut isoler... Les gens choisissent, puisqu'on ne leur impose pas un isolement particulier. Vous regrettez d'ailleurs? Non, je regrette pas. Enfin, c'est vrai que le modèle asiatique est un peu mon oui, puisqu'on le met en avant en permanence. Oui. Mais quand il s'agit d'appliquer le modèle asiatique, il n'y a plus personne. Oui, non. Professeur. Je suis le premier. Je suis le premier à admirer le modèle asiatique et j'ai fini par me ranger à l'évidence que malheureusement nous n'étions pas des asiatiques et que probablement ça serait difficile pour nous d'y arriver. Voilà, je pense, mais on peut s'isoler à domicile, à défaut de s'isoler dans des endroits mieux adaptés. Est-ce qu'il faut se faire tester avant les fêtes? Vous savez, le problème des tests avant les fêtes, c'est vous pouvez être testé un jour et puis être négatif un jour et positif le lendemain ou positif le surlendemain. Donc, donc il faudrait pouvoir se tester le matin même. Voilà. Le matin même. Oui, mais ça ne sera pas possible parce que vous imaginez 50 millions de Français, enfin, il n'y en aura pas 50 millions qui se testeront, mais c'est trop. Professeur, comme je voudrais, avant de parler des vaccins, évidemment, je voudrais que nous revenions sur ce qui s'est passé en 1890. En 1890, un coronavirus semblable à celui que nous connaissons circulait en Europe et dans le monde. Oui, en 1890, il y a eu une... On vient de découvrir cela. Oui, enfin, on a découvert ça, enfin, je sais à peu près depuis cet été.
Effectivement, Oui. il y a de plus en plus d'études là-dessus. Il y a eu une épidémie en 1890 de grippe, entre guillemets, parce qu'elle a été appelée la grippe russe. On l'a même appelé on a même appelé l'épidémie du chemin de fer, puisque Oui. c'était le début du chemin de fer. Et en fait, on s'est rendu compte au cours des dernières semaines ou derniers mois que c'était pas de la grippe, c'était du coronavirus. Et c'était un des 4 coronavirus qui circulent actuellement de façon tous les hivers, de façon saisonnière. Et je pense que ce Covid va rejoindre ces 4 coronavirus-là. Donc en fait, on a un exemple avec cette 4e épidémie dite de grippe russe, qui était en fait une épidémie de coronavirus. On sait à peu près ce qui va se passer. Et ça a duré combien de temps, professeur? Si mes souvenirs sont bons, alors les historiens sont en train de se plancher là-dessus en ce moment, mais si mes souvenirs sont bons, 3 ans. Ah bon? Ouais. 3 ans. Oui, si mes souvenirs sont bons, vérifiez quand même. Est-ce que ça risque de durer 3 ans, ce nouveau coronavirus? À l'époque, vous savez... On n'avait pas les mêmes moyens. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. À l'époque, on ne circulait pas en avion. Il n'y avait pas de vaccin. Voilà, il n'y avait pas de vaccin. Donc non, je ne pense pas que ça durera 3 ans. Non. Mais moi non plus, j'espère que non. Oui, nous espérons tous. Les vaccins. La campagne de vaccination commence aux États-Unis. Elle débute aujourd'hui avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Grande-Bretagne, Canada, Mexique, Bahreïn et d'autres pays encore, Arabie Saoudite, ont adopté, si je puis dire, ce vaccin, première phase de vaccination. Est-ce que les autorités américaines se précipitent? Écoutez, je comprends un peu qu'ils se précipitent. Il y a un vaccin, il y a un drame économique, un drame social qui se pointe à l'horizon. On sait que c'est la seule manière de mettre fin à l'épidémie, c'est l'immunité collective. On peut atteindre l'immunité collective avec le vaccin. Donc oui, on se dépêche. On se dépêche. Oui, mais alors je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous avez été si prudent face à ce vaccin? Alors, j'ai été prudent parce que je n'avais pas de data. Oui. Je rappelle que jusqu'à jeudi dernier, il n'y avait pas de publication scientifique. Donc moi, quand on m'a interrogé mardi matin. Oui. On m'a demandé fort astucieusement si je me ferais vacciner. J'ai dit que pour l'instant, je ne pouvais même pas donner un avis éclairé aux personnes que j'étais susceptible de vacciner en termes d'efficacité comme en termes de tolérance, parce qu'il n'y avait pas de données scientifiques. Je n'avais que les communiqués de presse d'un laboratoire pharmaceutique. Et moi, je suis désolé, je pense que vous serez d'accord avec moi, pour dire qu'on ne peut pas se fier à un communiqué de presse de laboratoire pharmaceutique pour recommander un vaccin. Mais les choses ont changé depuis. Oui, elles ont changé depuis jeudi. Depuis jeudi. On a le rapport de la FDA depuis mardi après-midi, mais la publication scientifique qui est la seule du New England, date de jeudi. Donc, voilà. Donc est-ce que ça vous rassure? Est-ce qu'aujourd'hui, vous feriez vacciner avec ce vaccin? Oui, j'ai passé un peu le week-end sur le vaccin, pour rien vous cacher. Oui. Il y avait pas mal de choses. En plus, il y a 2 publications sur les vaccins la semaine dernière. Il y a celle du vaccin AstraZeneca mardi et celle du Pfizer jeudi. Bon, bref, peu importe. Oui, je me ferai vacciner. L'efficacité, on la connaissait, il n'y a aucune raison qu'elle soit remise en cause. C'est un vaccin très efficace. On ne sait pas combien de temps ça va durer, par contre. Ça, c'est une des limitations du vaccin. Au niveau des effets indésirables, oui, c'est vrai, ils sont fréquents. Voilà, plus de 50%. Pas grave, mais fréquent. Pas grave, mais fréquent. Plus de 50% de maux de tête, plus de 50% de fatigue. Même dans la discussion de l'article, parce que c'est ça qui est intéressant en science, c'est qu'on a des avis des reviewers, donc on peut discuter. Et même dans la discussion de l'article, il est dit que l'asthénie sévère, par exemple, 4% sévère, 4%, c'est beaucoup plus fréquent qu'avec les autres vaccins. Donc voilà, mais bon, je pense que le jeu en vaut la chandelle, et pour des personnes qui sont à risque de forme grave, il n'y a pas photo, il faudra se vacciner. Est-ce que vous comprenez que des politiques s'emparent de ces questions vaccinales? Ce vaccin ne me rassure pas, dit Jean-Luc Mélenchon, qui ajoute: il m'inquiète parce qu'il se conserve à -60. S'il y a la moindre rupture de la chaîne du froid, on ne sait pas ce qui va se passer. Et l'ARN messager est aussi une nouvelle méthode dont on sait peu. Oui, c'est vrai. Alors, l'ARN messager, c'est une nouvelle méthode. Alors, c'est une nouvelle méthode quand même, mais il y a des vaccins depuis plus de 10 ans qui sont bâtis à base d'ARN messager. Simplement, ils n'ont jamais passé le cap de la commercialisation. Donc, c'est la première fois qu'on va commercialiser un vaccin à base d'ARN messager à très grande échelle. Donc ça, effectivement, je pense qu'il faut être prudent. D'ailleurs, tout le monde dit qu'on manque de recul et qu'il faudra être prudent. Je pense qu'on est aussi unanime là-dessus. Après, effectivement, Mélenchon a raison de souligner que la chaîne du froid, c'est un problème. Parce que conserver une chaîne de froid à -70, oui, c'est un problème. Mais vous êtes comme lui, il ne vous rassure pas, donc. Qui ça? Le vaccin. Ah non, moi, le vaccin, je vais me vacciner sans aucun problème. Donc il vous rassure?
Ah oui, oui. Oui, Non, Mélenchon me rassure pas particulièrement, mais le vaccin, ça va, il n'y a pas de problème. Bon. Il y a eu 2 cas d'allergie dont on a beaucoup parlé en Grande-Bretagne. Trop parlé ou... Oui, je pense qu'on en a trop parlé. Après, attention, faut pas minoriser ça, parce que, comme je vous dis, c'est une nouvelle technologie, on manque de recul, tout le monde le dit, donc il va falloir être prudent. En plus, je trouve quand même que c'est assez fréquent les effets indésirables avec ce vaccin. Est-ce que c'est l'Agence européenne du médicament qui va donner ou pas le feu vert au vaccin pour nous, Français? Exact. On est bien d'accord. Est-ce que cette agence est indépendante des laboratoires pharmaceutiques? Oui, les agences des médicaments sont indépendantes des laboratoires pharmaceutiques. Il ne faut pas avoir de doute là-dessus. Non, il ne faut pas avoir de doute là-dessus, même si elles peuvent être influencées par les États, par les politiques, par les associations de patients, comme c'est le cas à la FDA aux États-Unis, par exemple. Donc ça ne vaut pas une étude scientifique rigoureuse, revue par ses pairs et commentée par ses pairs. Seul le vaccin nous sortira d'affaire? Oui, je suis persuadé. Seul le vaccin ou l'immunité collective. Ou l'immunité collective, oui. Naturelle. Mais honnêtement, c'est un pari, je pense, qu'il ne faut pas tenir. Tous les États qui ont essayé de tenir ce pari, comme les États-Unis, le Brésil ou l'Angleterre, en sont revenus. Donc pour moi, la seule solution, c'est le vaccin, clairement. Oui. Si on veut sortir de cette épidémie... Avec le vaccin, on ne sait pas si on est contagieux ou pas contagieux. Oui, il y a des limites, mais on ne fera pas de forme... les formes graves seront très très rares. Les hôpitaux ne seront pas saturés. Non, il y a plein d'avantages. Il ne faut pas négliger ça. Ce sera une grippe normale. Vous savez, on se vaccine bien contre la grippe, alors que l'efficacité du vaccin antigrippal, elle n'est que de 50%, grosso modo. Elle n'est que de 50%? Oui. L'efficacité du vaccin antigrippal est de grosso modo. Notamment chez les personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les personnes âgées. Chez les personnes âgées, les vaccins sont moins efficaces. Il est possible que ce vaccin Covid soit moins efficace aussi chez les personnes âgées. Donc, oui, il faut être encourageant avec le vaccin. Vous êtes médecin, vous êtes professeur de médecine, vous êtes chef de service. Comment réagissez-vous quand vous voyez des médecins menacés de mort par des anti-vaccins? Et il y en a. Oui, je sais. Enfin, vous savez, moi aussi, j'ai été menacé. Vous aussi? À cause de la maladie de Lyme, de mes positions sur la maladie de Lyme. Donc, effectivement, quand on ne va pas dans le sens du complotisme, on devient une cible. Je trouve ça dramatique, évidemment. Je ne peux pas vous dire le contraire. Après, certains mettent parfois un peu d'huile sur le feu aussi, donc il faut faire attention. C'est-à-dire ? Par exemple, j'ai été assez troublé par les propos qu'a tenus M. Véran, ministre de la Santé, à mon égard. Je pense que stigmatiser comme ça des individus, c'est pas digne d'un ministre, et il ne faut pas faire ce genre de choses. Oui, ça vous a touché. Ça m'a perturbé de la part d'un ministre, Ça vous a perturbé de la part d'un ministre. Comment il peut se permettre une chose pareille? Après vos déclarations de mardi dernier, c'était sur France Inter. Après vos déclarations de mardi dernier, mardi matin, vous avez été récupéré par les anti-vaccins. Vous avez senti que... J'ai senti que mes propos étaient réutilisés. Vous avez raison de souligner ça. J'ai senti que mes propos avaient été réutilisés complètement en dehors de mon contexte. J'ai vu qu'on avait même coupé... votre collègue qui m'a interviewé mardi matin, je ne vais pas revenir dessus, a repris mon interview en le coupant, si vous voulez, parce que j'avais dit je ne me ferai pas vacciner tant que je n'aurai pas les résultats des essais publiés dans une revue scientifique. Et évidemment, le temps que je n'aurai pas les résultats publiés dans une revue scientifique a été coupé. Donc ça, c'est effectivement, ça pose des problèmes parce que ça change radicalement ma pensée. Je suis un supporter des vaccins. Je suis un spécialiste. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis un spécialiste de médecine des voyages. Vous voyez, les vaccins, ça fait partie de notre arsenal thérapeutique quotidien. Je les utilise depuis 30 ans. On a éradiqué des maladies avec les vaccins. Pour moi, les vaccins, c'est le miracle des maladies infectieuses, quand même, disons-le clairement. Oui, sans vaccin... Sans vaccin, la variole ne serait pas éradiquée. Demain, la polio ne serait pas éradiquée. On mourrait toujours en masse de la grippe ou des infections à pneumocoque ou d'autres. Donc les vaccins, c'est quand même le plus grand progrès en matière de médecine dans les maladies infectieuses. C'est évident, depuis Jenner. Eh bien, merci, professeur Eric Combe, d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV. Il est 8h53.